Une nouvelle guerre se développe sur mer et sur terre. Une guerre où la famine devient une arme, où les espions et les services secrets contraignent les nations à abandonner le combat ou à s'y joindre. Maintenant, l'Allemagne n'a plus le choix. Elle doit gagner la guerre avant d'avoir épuisé ses ressources. Il faut agir vite, car l'entrée en guerre de l'Amérique peut faire pencher la balance en faveur des Alliés. En 1914, les navires de guerre sont le produit d'une compétition exacerbée. Chaque nation veut posséder sa flotte de haute mer. Les cuirassés britanniques font référence en la matière. Blindage épais, canons de gros calibre et vitesse élevée. L'Allemagne en possède 13 et 7 sont en construction. Bien avant la guerre, cette course aux cuirassés a provoqué des tensions avec l'Angleterre, qui en possédait alors 20. L'Autriche-Hongrie en a 3 et les États-Unis 10. Quant à la France, elle base ses 4 grands cuirassés, plus 3 croiseurs lourds, en Méditerranée, à la demande de l'Angleterre, que la présence d'une flotte étrangère près de ses côtes irrite énormément. L'entente cordiale est à ce prix. Mais face aux armes nouvelles, la torpille et le sous-marin, ces forteresses flottantes sont des colosses aux pieds d'argile. Cette vision hante tous les états-majors. Un cuirassé autrichien, le Schendt Isvan, coulé vers la fin de la guerre par un minuscule torpilleur italien. En 1914, la marine allemande refuse de risquer ses Goliaths des mers contre la Royal Navy. À l'abri dans les ports, il représente une menace latente qui oblige les Anglais à immobiliser un nombre égal de cuirassés. Et l'amiral Fisher, le Nelson de la Grande Guerre, prédit des changements radicaux. L'utilisation des sous-marins nous a convaincus que rien ne peut leur résister en temps de guerre. Le sous-marin est le type de vaisseau à venir pour la guerre sur mer. Cela signifie que les fondations mêmes de notre stratégie navale traditionnelle se sont effondrées. Depuis le début de la guerre, une série de pertes contraignent la Royal Navy à mettre ses navires hors de portée des U-boats allemands. Basée à Scapa Flow et à Rosas, la flotte anglaise bloque l'accès à la mer du Nord et aux navires allemands. Au sud, la Manche est verrouillée par Douvres et à Harwich. Sa flotte marchande ne pouvant plus la ravitailler en nourriture et matériel de guerre, l'Allemagne ne peut compter que sur ses propres ressources. La mer du Nord devient un no man's land. L'idée d'un blocus continental n'est pas nouvelle chez les Anglais. Mais Maurice Hankey, membre du comité impérial de défense, la remet au goût du jour. Ma foi dans la puissance navale était presque une religion. Les Allemands, comme Napoléon, pourraient occuper l'Europe. Ceci pourrait prolonger la guerre, mais sans affecter son issue, qui sera décidée par la pression économique. Sir Charles Sautley, le directeur du renseignement naval, est du même avis. L'herbe poussera tôt ou tard dans les rues de Hambourg et le blocus infligera bientôt la mort et la ruine.
Au début de la guerre, l'Allemagne possède une flotte marchande totalisant près de 4 millions de tonneaux. En quelques mois, elle perd un quart de ses navires, saisis dans les ports neutres ou capturés alors qu'ils tentent de pénétrer en mer du Nord. La compagnie d'assurance londonienne Lloyd's tient le registre de tous les navires coulés. On y apprend qu'en une seule journée, le 8 août 1914, l'Allemagne a perdu 41 navires. Au bout de quelques semaines, le gouvernement allemand commence à rationner la nourriture. L'Australienne Caroline Cooper est bloquée à Leipzig dès le début de la guerre. Chaque semaine, elle écrit à sa sœur restée à Adélaïde. 12 février 1915. Ma chère Amy, le gouvernement a saisi toutes les réserves de pain, de farine et de viande du pays. Nous ne pouvons acheter que 2 kilos de pain et 500 grammes de farine blanche à la fois. Maintenant que la guerre contre les navires de ravitaillement neutre a commencé, les prix augmentent chaque semaine. Pour briser le blocus, la marine allemande conçoit un curieux sous-marin cargo non armé, le Deutschland. Ce bâtiment d'environ 60 mètres de long peut transporter 1000 tonnes de fret, ce qui est insignifiant par rapport aux besoins. En juin 1916, il met le cap sur l'Amérique. C'est la première fois qu'un sous-marin tente de traverser l'Atlantique. À cause du mauvais temps et de la mer agitée, les écoutilles de pont étaient fermées la plupart du temps, tandis que les diesels ventilaient un air chaud et humide. La sueur nous dégoulinait dans le cou et l'eau filtrait autour des rivets desserrés. L'eau potable avait un goût de gazoil et chaque plat du cuistot était recouvert d'une couche de pétrole. En vue de l'Amérique, le capitaine Koenig a donné l'ordre de ne rien dire des tensions qu'on avait endurées et de ne surtout pas mentionner le mal de mer. Largement relayées par la presse, les exactions allemandes en Belgique et en France choquent les Américains. Malgré les liens historiques et culturels qui l'unissent à la France et à l'Angleterre, l'Amérique se déclare neutre. Elle n'éprouve guère de sympathie pour la Russie des autocrates, des pogroms et du Knut. D'autre part, 8 millions d'Américains sont d'ascendance allemande et 4,5 millions d'origine irlandaise. Ces derniers ne sont pas réellement anglophiles. Mais c'est surtout le blocus des Anglais qui choque l'Amérique. Très attachée à la liberté du commerce, elle n'admet pas qu'ils saisissent les navires à destination de l'Allemagne battant son pavillon. Seule une subtile diplomatie alliée évite qu'on en arrive à l'affrontement. Grâce à la guerre, l'Amérique connaît un boom économique sans précédent. La moitié du budget de guerre britannique est dépensé aux États-Unis et les Français, privés de leur minerai de fer du bassin de Longwy, vendent massivement leurs réserves d'or pour s'en procurer. Dans cette perspective, le Deutschland n'est qu'un client de plus. Son équipage est accueilli en héros. On donne des dîners en son honneur et le capitaine Koenig est invité à la Maison-Blanche. La tension entre l'Angleterre et les États-Unis est alors à son comble. Les 3 semaines que nous avons passées aux États-Unis n'ont été qu'une grande fête. Partout où nous allions, les gens s'assemblaient autour de nous. Tous voulaient un quelconque souvenir. J'ai même vendu les boutons de ma chemise et les galons de ma vareuse. Les familles allemandes nous présentaient leurs filles et nous n'avions jamais à payer la bière. Le Deutschland rentre en Allemagne avec une cargaison de nickel et de caoutchouc. Sur le plan économique, c'était bien peu de choses, mais le moral de tous les Allemands s'en trouve conforté, comme l'a noté Caroline Cooper dans son journal. La ville pavoise aujourd'hui, car le Deutschland est rentré sans encombre. La vue de ces drapeaux rouges, blancs et noirs me rend malade. Mais je suis contente qu'il soit passé, c'est quand même un bel exploit sportif. Avec des millions de paysans enrôlés dans l'armée, l'Allemagne et ses alliés manquent de bras pour cultiver la terre. Faute d'une centaine de Deutschland pour forcer le blocus, il faut donc rationner. Avec la faim et les queues, la situation est en train de mal tourner. Par centaines, les gens attendent des patates, de 4 heures du matin jusqu'après-midi. La pénurie s'aggrave après la décevante récolte de 1916. 50 émeutes de la faim éclatent cette année-là. Oh, quelle journée de terreur! Tout est bouleversé. Le chaos a régné l'autre soir en ville.
Les devantures du café Kaiserhof, d'autres cafés et d'hôtels ont volé en éclats. Des foules en colère criaient devant les boulangeries et les auberges. En haut, au château, ils ont maudit le maire en des termes que je ne répéterai pas. L'armée a fait son apparition à 11 heures. L'Allemagne tente en retour d'affamer ses adversaires en lançant ses U-boats contre la flotte marchande ennemie, ce qui choque terriblement un amiral anglais. Les sous-marins sont sournois et déloyaux. Que les U-boats attaquent les navires civils est impossible et inconcevable. S'ils font cela, les équipages faits prisonniers devraient être pendus comme des pirates. Dans les premières années de la guerre, les U-boats opèrent selon des consignes strictes. Ils avertissent de leurs attaques, n'attaquent pas en plongée et donnent le temps aux équipages des navires marchands d'évacuer le navire. En 1914, ils envoient par le fond 250 000 tonnes de marchandises. En réponse, les Anglais construisent de nouveaux cargos plus rapides que les U-boats. Loin d'être ébranlée par le blocus germanique, l'économie de guerre prospère. Forte de 78 000 employés, la firme britannique Vickers produit des fusils, des avions et des navires de guerre à un rythme accéléré. Et ses bénéfices montent en flèche. Pour être efficace, le blocus allemand se doit d'être impitoyable. Mais le chancelier Bethmann Hollweg craint des répercussions sur l'opinion publique mondiale. Il parle de ce problème avec l'amiral von Müller. Est passé l'après-midi avec le chancelier qui a encore une fois souhaité discuter la question des U-boats. Bethmann envisageait que les pays encore neutres voient en nous des enragés et se tournent contre nous. Cela signifierait la fin de l'Allemagne. Contraints de s'en tenir aux vieilles règles de la guerre navale, les amiraux allemands ont les mains liées. Toutefois, les Anglais ne sont pas aussi fair-play qu'ils le prétendent. Les Q-ships ressemblent à des navires marchands non armés, des proies faciles. Mais quand un sous-marin approche, ils découvrent leurs canons et passent à l'attaque. Pire encore, ils naviguent sous pavillon étranger pour mieux tromper l'adversaire. À bord du U-41, le lieutenant Heinrich Compton se laisse prendre au piège. Lorsque les deux navires ont été à 300 mètres l'un de l'autre, le bateau à vapeur a déclenché un feu de mitraille puissant et précis, immédiatement accompagné par un gros calibre dissimulé sous le pont. Le U-41 a immédiatement riposté par 3 coups du canon de proue. Tous ont touché la coque. Pendant toute l'action, leur bateau a arboré le pavillon américain. Le 1er février 1915, en réponse au blocus britannique, le Kaiser donne une nouvelle impulsion à sa campagne navale. Il déclare zone de guerre toutes les eaux entourant la Grande-Bretagne. Tous les navires y pénétrant, y compris les neutres, pourront être coulés sans préavis. Cette décision est lourde de conséquences. Tant bien que mal, l'Amérique accepte de se soumettre au blocus anglais contre l'Allemagne. Son commerce avec elle se réduit donc à une peau de chagrin. En revanche, l'Angleterre reste un très bon client. Le Lusitania, fierté de la compagnie de navigation Cunard, est le plus grand et le plus luxueux paquebot du monde. Il peut transporter plus de 20 000 passagers. Un ragtime a même été composé en son honneur. Le 1er mai 1915, la Cunard annonce son départ dans le quotidien New York Times. Juste à côté, une autre annonce publiée par le consul allemand von Ranke avertit les passagers qu'ils vont voyager à leurs risques et périls. À 11h30, le Lusitania lève l'ancre à destination de Liverpool. Son commandant, le capitaine Turner, ne prend pas au sérieux la menace sous-marine. C'est la meilleure blague que j'ai entendue depuis des jours, cette histoire de torpiller le Lusitania.
Voici la dernière image du Lusitania. Le 7 mai, le Lusitania est en vue des côtes irlandaises. Il fait le point sur le phare de Kinsale. À 10h02, il est frappé par une torpille, une seule. La violence de l'explosion qui s'ensuit laisse à penser qu'il ne transportait pas que des passagers. J'ai vu une cheminée tomber, puis l'autre, jusqu'à ce que le navire ait disparu et que la mer soit redevenue calme. Et tout ce qu'on voyait, c'était des cadavres, des débris de mobilier et tout ce qui avait été dans le navire flottant sur l'eau. Mon mari et moi sommes montés dans un canot de sauvetage dont les cordages se sont emmêlés. Il a fallu les couper et depuis, je n'ai ni vu ni entendu parler de lui. J'ai perdu tous mes biens et mes enfants de 11 et 8 ans sont morts. J'ai été secouru par un chalutier. Mon cher mari a disparu, mais j'ai eu la satisfaction de le retrouver samedi et de le voir conduit à sa dernière demeure dans le cimetière de Queenstone. Pour identifier les corps, la police envoie des fiches signalétiques aux proches parents. 1200 passagers du Lusitania ont péri, dont 128 Américains. Les hommes meurent quotidiennement par dizaines de milliers sur les champs de bataille d'Europe. Mais la tragédie du Lusitania a un retentissement plus grand. Le monde entier nous déteste parce que nous menons la guerre de façon brutale. Et la brutalité s'accroît. J'étais à une petite fête quand la nouvelle du torpillage du Lusitania est parvenue. J'ai vu 2 épouses d'officiers folles de joie qui se sont mises à danser. N'oubliez pas, ai-je dit, qu'il y avait aussi des femmes et des enfants à bord. Aucune importance, ont-elles dit en continuant de danser. Plus on en voit par le fond, meilleur c'est. Passant sous silence le fait que le Lusitania transportait très probablement des munitions, la propagande britannique s'en donne à cœur joie. Les affiches vengeresses se multiplient et les photos du drame pénètrent dans tous les foyers. L'ambassade d'Allemagne à Washington fait l'objet de chantage à la bombe. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, commence lui aussi à voir dans l'Allemagne le chien enragé de l'Europe. Au nom du ciel, comment une nation qui se dit civilisée peut-elle faire une chose aussi horrible? L'Amérique semble sur le point de sauter le pas. Mais Wilson n'est pas encore prêt à renoncer à la neutralité. Il existe un homme trop fier pour se battre. Il existe une nation tellement juste qu'elle n'a pas besoin de convaincre les autres par la force qu'elle est dans son bon droit. Et puis, la guerre serait très mauvaise pour les affaires. Wilson reste neutre, mais commence à préparer son pays à la guerre. La politique allemande aux États-Unis, après le torpillage du Lusitania, est très complexe. Elle surveille de près les U-boats, mais pas ses espions. En 1916, des agents secrets allemands font sauter 900 tonnes de munitions dans les entrepôts de l'île de Black Tom de New York. Plusieurs milliers de personnes alignées sur le front de mer se sont fait une idée de ce à quoi ressemble une ligne de feu dans la guerre européenne. Le rivage rougeoyait de bout en bout. Les explosions sont si fortes qu'on les sent à Philadelphie, à 140 km de là. Les agents allemands posent des bombes dans les bateaux mouillant aux USA et même au Capitole. Ils organisent aussi des tentatives d'assassinat.
À la bourse de New York, les affaires continuent. Quand l'Allemagne gagne une bataille, les actions des Alliés baissent. Quand elle perd une bataille, elle monte. Mais comme il est peu probable qu'une Allemagne triomphante vienne rembourser les dettes britanniques, les banquiers de Wall Street font bon accueil au ministre britannique, David Lloyd George. Le succès implique du crédit. Les financiers n'hésitent jamais à prêter à une maison prospère. La France et la Russie paient leurs frais de guerre en empruntant à l'Angleterre, laquelle lève des fonds sur le marché des capitaux américains par l'intermédiaire de son banquier, JP Morgan. Cet argent est employé pour acheter sur place des armes et de la nourriture. 99% des sommes levées sur le marché américain vont à la Grande-Bretagne et à ses alliés. Dans ces conditions, les Allemands doutent quelque peu de la neutralité américaine. 30 janvier 1916. Dans les milieux financiers, on dit ouvertement que l'Angleterre a déjà gagné la guerre et que chaque jour qui passe après le mois de mars ne peut que rendre plus complète la ruine de l'Allemagne, quels que soient ses succès militaires. Les généraux allemands sentent que la roue tourne et s'irritent contre les politiciens qui leur lient les mains. Vu la situation militaire, nous ne devons pas perdre une minute pour décider de torpiller les vaisseaux marchands armés sans préavis. L'entente poursuit la guerre avec toutes les ressources à sa disposition. Notre ambassadeur prophétise une guerre avec l'Amérique si nous persistons dans notre intention de torpiller les navires marchands sans préavis. Le Kaiser a écrit en marge de la dépêche « Ça m'est égal ». Si le Kaiser s'en fiche, c'est parce que ses généraux lui ont dit qu'une participation américaine aux côtés des Alliés n'aurait pas d'impact décisif sur la guerre en Europe avant 1919, et que, bien avant, les U-boats auront mis l'Angleterre et la France à genoux. Plus conscients de l'impasse dans laquelle se trouve leur pays, les diplomates allemands proposent une paix blanche, impliquant que l'Allemagne conserverait les territoires conquis. Les dirigeants français et anglais réunis à Paris rejettent cette proposition. L'Allemagne doit donc tout miser sur sa nouvelle campagne de guerre sous-marine. Les U-boats couleront tout navire en vue, sans avertissement. Le 2 février est une journée particulière et réjouissante pour nous, les Allemands. C'est le début de la guerre sous-marine illimitée. Nous retenons notre souffle dans l'espoir que ce traitement de choc guérira enfin l'Angleterre de son arrogance et assurera une paix rapide dont nous dicterons les termes. En avril 1917, l'Allemagne coule plus de 800 000 tonnes de navires alliés. Et l'amirauté britannique commence à paniquer. Mais les Alliés s'organisent. Leurs cargos voyagent désormais en convoi, protégés par des escorteurs rapides et équipés de grenades sous-marines efficaces. Leurs pertes diminuent vite, et sur le plan diplomatique, la campagne allemande est un désastre qui emmène l'Amérique au bord de la belligérance. Le coup final est porté dans la salle numéro 40 de l'amirauté qui abrite les services de renseignement. Le 16 janvier 1917, ils interceptent ou prétendent avoir intercepté un télégramme chiffré du ministre des Affaires étrangères allemand Zimmermann à son ambassadeur à Mexico. Composé de milliers de codes numériques, il se révèle, une fois déchiffré, comme le plus curieux document de toute l'histoire de la guerre. Dans ce télégramme, Zimmermann aurait conseillé aux Mexicains d'envahir les États-Unis, ni plus ni moins. Les services secrets de Sa Majesté lui prêtent ce langage. Nous proposons au Mexique une alliance. Étant entendu de notre part que le Mexique est fondé de reconquérir le Texas,
le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Les modalités de l'accord sont laissées à votre discrétion. Zimmermann était surtout réputé pour l'élégance de ses vêtements. Mais de là à lui prêter une initiative aussi abracadabrante, il y a un pas que peu d'historiens osent franchir. Les Mexicains étaient au milieu d'une révolution et des troupes américaines stationnaient à la frontière pour combattre les bandits. Mais ce télégramme est pain béni pour l'Angleterre. Juste ce qu'il faut pour mettre fin à la neutralité américaine. Le 2 avril, le président Wilson se rend au Capitole. Croit-il vraiment que l'Allemagne presse le Mexique de l'attaquer? En tout cas, ce prétexte convainc les parlementaires. Le Mexique n'est pas vraiment populaire à Washington. Le 6 avril 1917, les États-Unis d'Amérique déclarent la guerre à l'Allemagne. 3,000 miles from home, an American army is fighting for you. Everything you hold worthwhile is at stake. Only the hardest blows can win against the enemy we are fighting. Invoking the spirit of our forefathers, the Army asks your unflinching support to the end that the high ideals for which America stands may endure upon the earth. L'Allemagne se trouve face à la perspective de troupes américaines combattant aux côtés des Alliés sur le front ouest. Mais de bonnes nouvelles lui parviennent de l'Est. La Russie est en plein chaos. Ce qui a commencé par une manifestation populaire le 8 mars 1917 est devenu une révolution. En quelques jours, le tsar Nicolas II a abdiqué et un gouvernement provisoire lui a succédé. L'Allemagne ne pourrait-elle pas profiter de cette situation pour sortir la Russie de la guerre? Tous les ingrédients sont en place. Une grande émeute de civils, des troupes misérables qui s'agitent sur le front et un gouvernement mollasson à l'arrière. Seul manque une pièce du puzzle, un leader charismatique capable de servir les intérêts de l'Allemagne. Mais elle a quelqu'un en vue. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, dirige un petit groupe de révolutionnaires radicaux, les bolcheviks. Tous ont passé ces dernières années en prison ou à comploter contre le régime tsariste. Quand éclate la révolution, ils sont pris au dépourvu. Staline est en Sibérie, Trotsky à Halifax, Boukharine à New York et Lénine à Zurich. Le 10 avril 1917, Lénine, sa femme Nadezhda Krupskaya et son ancienne maîtresse Inessa Armand prennent place dans un wagon plombé à destination de la Russie. Le Kaiser paie le voyage, lui lance un menchevique, c'est-à-dire un socialiste russe. Vous serez pendu comme espion allemand. Lénine l'a écouté jusqu'au bout et il a souri. Persifle autant que tu veux, a-t-il dit. Nous, les bolcheviks, allons battre vos cartes et brouiller votre jeu. À Pétrograd, des agents allemands suivent les progrès de leur poulain. L'entrée de Lénine en Russie est un succès. Il travaille exactement comme nous le souhaitons. Lénine est un politicien habile et ses idées se répandent sur le front. Les régiments se sont transformés en hordes de salopards qui tiennent des réunions sous la conduite de bolcheviks. Il n'y a plus de discipline militaire. Les soldats veulent la paix, quelles que soient les conditions.
Menés par Lénine, les bolcheviks prennent le pouvoir le 7 novembre 1917. Aussitôt, ils s'empressent de signer le traité de Brest-Litovsk qui sort la Russie de la guerre. Les bolcheviks ont provoqué l'événement du siècle. Ils ont démobilisé des millions de soldats russes et laissé les mains libres aux Allemands. Avec un demi-million de soldats transférés sur le front ouest au début de 1918, les effectifs allemands dépassent un moment ceux des Alliés. C'est là une chance de gagner la guerre. Derrière les lignes, de puissantes unités se mettent en position d'attaque. Toutes les routes étaient encombrées de colonnes en marche, pleines d'allants, avec d'innombrables files de canons et des convois de ravitaillement sans fin. Les Alliés savent que les Allemands sont sur le point de passer à l'offensive, mais ils ignorent où. Les Français renforcent le front de l'Aisne sur le chemin des Dames, et les Anglais les lignes couvrant les ports de la Manche. Mais les Allemands frappent à la charnière des deux armées, un secteur de 20 km de large dévolu à la 5e armée britannique. Là, le système de tranchées est incomplet et les réserves peu nombreuses. Le haut commandement allemand a bien choisi son théâtre des opérations. Après un bombardement préliminaire bref mais intense, les troupes d'élite passent à l'assaut. Mobiles, équipées de grenades et appuyées par des lance-flammes, elles sont formées pour pénétrer en profondeur les lignes ennemies, laissant aux autres le soin de les occuper. Ludendorff a fixé la date de cette offensive au 21 mars. En 5 heures, 1 million d'obus écrasent les lignes britanniques. « 9h40 est l'heure H. L'une après l'autre, les divisions s'élancent dans un bond gigantesque à travers les réseaux de barbelés détruits, à travers le No Man's Land et jusque dans les premières tranchées de nos ennemis. Nos baïonnettes sont plantées dans leur corps. La 5e armée connaît le désastre. Il faut battre en retraite. On pouvait entendre un grand nombre de Boches sur les routes devant nous. Le tramp-tramp-tramp faisait songer que toute l'armée allemande marchait contre ma compagnie. Si les Allemands parviennent à la mer du côté de Saint-Valery, les armées anglaises et françaises seront coupées l'une de l'autre. Ce que l'ennemi n'a jamais réussi à faire, même après de longs mois de combat, nous l'avons réalisé en 2 jours. Que le Kaiser doit être heureux. L'initiative nous revient à nouveau. C'est une merveilleuse sensation. Démoralisées, les troupes anglaises abandonnent les champs de bataille de la Somme pour la conquête desquels tant de sang avait été versé. C'est pathétique de penser que les vieux emplacements où l'on était il y a 2 ans sont maintenant entre les mains des Boches, comme le sont les tombes de nombreuses personnes que j'ai connues. Vera, la sœur d'Edward Britten, est infirmière à Étaples, maintenant submergée par les blessés. Une idée jusque-là impensable lui vient à l'esprit.
Je n'oublierai jamais l'effroyable tension de ces jours-là. Je n'avais rien connu de comparable avant, ni sur la Somme, ni à Arras, ni à Passchendaele, car dans nos esprits, s'était insinuée pour la première fois la peur secrète, incroyable, que nous pourrions perdre la guerre. La réussite de l'offensive, nommée Michael, masque de profonds problèmes en Allemagne. Le blocus allié fait très mal. Les alliés de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie s'effondrent. Des signes de pénurie croissante de métaux apparaissent. Dans une petite ville près d'ici, une triste cérémonie a eu lieu hier. La vieille cloche de l'église, qui a sonné pour accompagner les gens du berceau à la tombe pendant 300 ans, a été réquisitionnée. Les habitants ont organisé un service funèbre pour elle. La cloche, couverte d'un monceau de fleurs, a été remise aux autorités militaires parmi les larmes et les protestations. Les canalisations de plomb sont arrachées et fondues pour fabriquer des balles. La guerre sape les fondements même de l'Allemagne et de l'Empire austro-hongrois, et la population commence à la maudire. Les populations veulent la paix et la démocratie. Au bout d'un moment, la joie qui accompagnait les communiqués de victoire s'est tarie. Les gens cessaient d'y croire. Ils ne savaient plus très bien où était la vérité. Cette guerre avait vieilli et comme une vieille personne, on ne la désirait plus. Quelque chose de dangereux était en train de se répandre dans la population, quelque chose qui sentait la révolte. Des idées dangereuses arrivent de Russie, en même temps que les troupes de passage. Comme au chemin des Dames, côté français, en avril 1917, la sédition se répand maintenant parmi les soldats allemands. Dans les gares, les permissionnaires démoralisés renforcent le pessimisme de la population. Dominique Richer était l'un de ces soldats transférés d'est en ouest. Nous étions en route pour le front. Encore une fois, on avait l'agréable perspective d'être autorisé à mourir héroïquement pour la patrie bien-aimée. Nous avons traversé la Prusse orientale, la Prusse occidentale, le Brandebourg. Des trains et encore des trains, bondés de soldats et de matériel de guerre, roulaient depuis la Russie vers l'ouest. Les fermiers étaient aux champs. Nous les avons salués. Presque tous ont fait le signe de l'égorgement. En janvier 1918, la faim, la lassitude et la frustration conduisent 400 000 manifestants dans les rues. Assez du massacre! À bas la guerre! On ne veut plus mourir de faim! La guerre ne finira que quand le Kaiser devra faire la queue pour des patates. Nous crevons tous de faim! Les autorités répondent par l'arrestation de 150 meneurs et les passent en jugement. Plus de 3000 grévistes sont expédiés au front. C'est une décision à considérer qui a pour effet de répandre les idées subversives dans l'armée. En mars 1918, l'Autriche-Hongrie est en état de faillite et la famine fait des ravages. Joseph Redlich, un député autrichien, se lamente. Les difficultés financières sont écrasantes. Tout compte fait, la dette nationale est de 75 milliards. Aux quatre coins du pays, la famine accable le peuple. Une centaine de millions d'hommes. A-t-on jamais connu pareille famine? L'empereur François-Joseph était décédé en 1916. Son successeur, l'empereur Charles,
avait libéralisé l'Autriche et son épouse française, Zita, n'aimait pas beaucoup les Allemands. En 1917, il ouvre des négociations de paix secrètes avec la France. Les Allemands se sentent trahis. Puis, malgré la cuisante défaite infligée aux Italiens à Caporetto, les Autrichiens vacillent sur le front de la Piave. En février 1918, leurs troupes meurent littéralement de faim dans les Alpes et en Vénétie. Mais Vienne ne peut déjà pas se nourrir elle-même. L'autre allié de l'Allemagne, l'Empire ottoman, ne se porte guère mieux. En mars 1917, les Anglais font leur entrée dans Bagdad. En décembre de la même année, Jérusalem est conquise. La perte de ces deux villes, venant s'ajouter aux revers subis en Arabie et au Yémen, sonne le glas de l'autorité turque au Proche-Orient. Les mots « Jérusalem est tombée » se sont répandus comme l'annonce d'une mort dans une famille. Jérusalem était dans les mains des Anglais. Avec quel héroïsme les derniers Turcs avaient combattu! Sur le mont des Oliviers, les ombres du crépuscule s'épaississent et laissent s'étendre comme une tombe aspirant tout l'Empire ottoman. Il fallait maintenant préparer nos larmes pour Beyrouth, Damas et Alep. Maintenant, nous ne pensions qu'à l'Anatolie et à Istanbul. Adieu à l'Empire, à tous ses rêves et ses fantasmes. En Turquie, la situation sur le front intérieur est si désespérée qu'elle entrave sa capacité de poursuivre la guerre. La plupart des hommes valides sont alarmés ou blessés. Le pays est misérable. Le peuple sur le point de craquer. Une femme demande à tous ceux qu'elle rencontre « As-tu vu mon Ahmed ?» Quel Ahmed? Lequel parmi des centaines de milliers d'Ahmed? Il est parti par là, dit-elle. Par là? Vers le canal de Suez, Sarikamish ou Bagdad? Ton Ahmed a-t-il été avalé par les glaces, le sable ou mordu par un scorpion? Non, aucun de nous n'a vu ton Ahmed. Mais lui, il a vu l'enfer. Si nous pouvions seulement expliquer à une mère ce qu'on a gagné dans tout cela, lui donner des nouvelles qui la rendent fière. Mais nous avons perdu Ahmed dans cette histoire. Sans se soucier de ces questions internes, Ludendorff poursuit son offensive sur le front de l'Ouest. Mais son avance spectaculaire n'a pas d'objectif vital. En vérité, la foudre s'abat sur un officier d'état-major qui ose lui demander quel résultat il attend de ses opérations. Je fais objection au mot « opération ». Nous percerons un trou dans leur ligne. Et pour le reste, on verra. L'avance allemande, si prometteuse sur le papier, a dangereusement étiré ses lignes de communication. Certaines unités sont si éloignées que personne ne sait très bien où elles se trouvent. La deuxième armée allemande se met en marche vers Amiens, mais ralentit, puis s'arrête en chemin. Le capitaine Rudolf Binding est envoyé aux nouvelles. Aujourd'hui, l'avance de notre infanterie a soudain cessé près d'Albert. Personne ne comprend pourquoi. D'étranges personnages qui avaient l'air de soldats revenaient de la ville. Des hommes tenant une bouteille de vin sous le bras et une autre dans leurs mains. L'avance était bloquée
et il n'y avait pas eu moyen de la faire redémarrer pendant des heures. Les Allemands ont trouvé quantité de nourriture et de vin dans les villes françaises, et ils n'ont pas vu ça depuis des années. Des divisions entières s'étaient gorgées de vin et par leur faute, l'attaque vitale n'avait pas progressé. La deuxième armée allemande a perdu un temps précieux, ainsi que son élan. Ici, près d'Amiens, une force combinée anglo-australienne l'a arrêtée. Ludendorff interrompt son offensive dans le nord, mais attaque en mai au chemin des Dames. Les troupes françaises du général Duchesne sont balayées, et les Allemands reviennent sur la Marne. Mais ils sont épuisés. Sur le seul front de l'Est, ils ont perdu 1,5 million d'hommes. Après-guerre, ceux qui avaient occupé des postes importants en Allemagne se crurent obligés d'expliquer qu'un coup de couteau dans le dos leur avait été porté par l'ennemi de l'intérieur. C'était oublier que leur pays avait été saigné à blanc. Et maintenant, le cauchemar de Ludendorff se réalise. La victoire décisive n'est pas au rendez-vous fixé par les Allemands. Et les soldats américains arrivent en France. En mars 1918, ils sont déjà 250 000. En octobre, ils seront plus d'1 million. Nous jetions des grenades à main comme s'il s'agissait de balles de baseball. Un type près de moi a lancé une grenade qui a touché un arbre, rebondi, explosé. On l'a vu juste à temps pour plonger dans une tranchée et éviter d'être tué. Sous le commandement du général Pershing, les Américains sont chargés de réduire la poche de Saint-Mihiel. Une petite opération sur le plan stratégique, mais qui remonte considérablement le moral des Alliés. Ils semblaient plus grands que les hommes ordinaires. Leur haute silhouette droite contrastait vivement avec celle de nos armées de pâles recrues. Je me bousculais pour regarder l'Amérique entrer physiquement dans la guerre. Ils sont tellement superbes et si prestigieux comparés aux hommes fatigués et aux nerfs brisés de l'armée britannique. Ainsi, voilà nos sauveurs, enfin. Et sachant que nous ne serions pas vaincus, je me suis mise à pleurer. Courant juin, les Allemands s'affaiblissent et les Alliés se renforcent. Puis, le 18 juillet, les Français qui ont colmaté la percée réalisée sur le chemin des Dames passent à la contre-attaque. C'est la seconde bataille de la Marne. Il semble qu'on nous lance contre la plus vaste contre-offensive ennemie de tous les temps. Et c'était censé être notre offensive. Nous n'aurions jamais songé que ça pourrait arriver. Jamais. L'Allemagne a perdu plus d'1 million d'hommes depuis les jours glorieux de mars. Elle a joué le tout pour le tout et perdu son pari.